Et ce qui, déjà au départ, dans mon identité, m'a tout simplement distingué de ne pas être un sous-français dans la culture québécoise. C'est-à-dire, ah ben nous, on ne sera jamais comme des Parisiens. Hein? On ne fera jamais. Puis quand j'ai eu le choix de mon art, je me disais, non, moi, je ne veux sûrement pas de la tapisserie. Je ne veux sûrement pas du vitrail, parce que sans ça, je vais aller étudier en Europe, dans les grandes écoles. Et de là m'est venue l'idée du travail monumental, c'est venu des muralistes à Mexico. Tout mon engagement en art, pour le comprendre, ça a pris du temps pour l'expliquer. J'ai écrit plusieurs livres, j'ai écrit parce que je me suis retrouvé seul, un peu dans l'histoire du Québec, à avoir fait ce cheminement-là nord-sud. Et comme les historiens d'art ne voulaient pas parler de ça, là, j'en ai parlé. J'ai écrit. J'ai fait ma propre histoire. Je vais vous montrer des livres, là. J'ai publié plusieurs livres à l'Hexagone. J'ai écrit énormément. Et je sentais la nécessité d'écrire l'art et l'engagement. L'art et l'engagement. Parce que d'après les premières choses que ma découverte, ma naissance culturelle vient du Mexique, bizarrement, c'est curieux que je suis né ici de parents catholiques francophones, mais culturellement, les premiers grands artistes, les mentors, mes maîtres, même si je n'ai pas été dans des institutions universitaires, j'ai été dans des académies, j'ai fréquenté des artistes. On peut dire qu'il y a des grands artistes qui m'ont marqué. Il y a deux pays qui m'ont marqué, le Mexique et le Japon. Au Japon, j'ai été étudié avec un maître japonais. Puis au Mexique, c'est à travers les artistes, Diego Rivera, Siqueiros, Tamayo, Frida Kahlo, on en parlait hier. Mais dans les années 50, Frida Kahlo n'était pas très connue. Elle a pris du panache depuis le temps. Mais on parlait beaucoup de Diego Rivera. Il y avait dans ces peintures-là, et la gravure mexicaine, un engagement social qui était une narration de vouloir parler aux gens. On ne faisait pas de l'art pour l'art. On faisait de l'art en disant, dans l'atelier de gravure, on faisait des tracts, on faisait des gravures en linogravure ou en bois gravé, on les imprimait sur des rotatifs, on allait les distribuer dans les rues de Mexico pour des problèmes sociaux. Alors, soit la guerre au Guatemala ou des problèmes de pauvreté, d'exploitation des Indiens, tout ça. Ou de la femme. Il y avait toujours dans toute mon œuvre, on voit à quel point j'ai été marqué par la narration de l'image. Et là, c'est là que quand le muraliste s'explique en disant l'État donne un mandat, et c'est surtout un personnage à Mexico qui était un visionnaire, qui a dit aux artistes mexicains, c'est bien beau, vous allez quitter vos ateliers, vous allez travailler un peu comme le phénomène qu'on fait dans les régions actuellement. Vous allez aller travailler dans les régions, travailler avec le monde, on va vous payer, on va donner des subventions, on fait ça des ateliers de plein air. Mais Diego Rivera, je le condamne à Madeleine, qu'on ne sait pas. Diego Rivera, c'est vraiment un génie de peintre. C'est un grand peintre cubiste à Paris. C'était un grand ami de Picasso. Et si on regarde dans l'histoire, vous regardez sur Internet, les peintures de Diego Rivera, c'est un peintre cubiste. Mais très, très bon. Alors, lui est vraiment l'exemple du Québécois qui s'en va à Paris, mais lui, c'est un Mexicain qui s'en va à Paris ou il s'en va à Madrid ou à Barcelone, puis il revient avec une culture. Puis là, on lui dit, écoute, il y a une chose que tu as oubliée, c'est que si tu reviens au Mexique, parce qu'il revient au Mexique dans les années 20, il y a eu la Révolution, bien, il faudrait que tu prennes conscience qu'on a 3000 ans d'histoire. Qu'il y a des pyramides, qu'il y a de la nourriture, puis là, Diego Rivera, c'est l'exemple que je donne, mais il y a des dizaines d'artistes qui ont fait ça. Il se met à parcourir le Mexique et à dessiner ce qu'il voit. Puis là, on est dans les années 20, 25, 30. Ce qu'il voit, c'est incroyable. Il voit, découvre les marchés, la nourriture, les costumes, toutes ces fresques, toutes ces murs, il ne les a pas inventés. Il l'a vu de son vivant, avant que ça disparaisse. C'est toujours là, mais ça s'est modifié. Alors, imaginez le décalage entre l'art qu'il faisait à Paris, puis l'art qu'il a fallu qu'il s'intègre avec la culture mexicaine. On pourrait presque parler de l'art pour le citoyen, mais c'est un mandat.
Ça a fini par être un art idéologique. Moi, quand je rentre à l'école à Mexico, on est en 55-56. Je travaille un peu avec les assistants de Diego Siqueira. Je l'ai rencontré, mais c'est des gens qui... Diego Rivera, en 57, a le cancer. Ça veut dire qu'il... C'est sûr qu'il ne fait pas de l'enseignement, mais c'est un peu ses assistants. Et ce mouvement-là est devenu extrêmement idéologique, est devenu marxiste-léniniste communiste. C'est le côté un peu de danger de faire de l'art avec le but de citoyen tout le temps. Et moi, j'arrive à l'école, puis ils me disent, ben oui, tu vas nous faire un numéral pour une école, puis là, il faut que tu apprennes l'histoire de la Révolution, tout ça. Mais là, j'ai dit, moi, je ne suis pas mexicain. Certaines choses ne m'intéressent pas du tout. Je veux faire de l'art. Là. Alors, c'est très intéressant le débat que je mène avec eux entre l'art pour l'art et l'art social, qui, d'après moi, était un peu détourné de son sens, un peu comme en Union soviétique, quand l'art est devenu une art de propagande de l'État. La finalité des muralistes, c'est pas toujours très intéressant, là. Mais quand même, ça l'a tellement marqué ma formation que quand je suis revenu ici, j'ai toujours eu une préoccupation que ce que j'étais pour réaliser, c'était pour rentrer dans les maisons des gens. Ce qui explique beaucoup pourquoi j'ai vécu de mon œuvre. J'ai fait beaucoup de graveurs. J'ai pas fait de la gravure pour la vendre. J'ai fait de la gravure parce que je faisais une recherche en gravure, mais en la multipliant, les prix baissaient, puis c'était un multiple plus démocratique que faire une peinture, faire 12 peintures par année, parce qu'il y a des ventes ou les garder dans une réserve. Alors moi, j'ai fait, on oublie ça maintenant, ça fait trop longtemps, j'ai fait des salons du livre, j'ai fait des marchés, j'ai vendu des milliers d'œuvres. Aujourd'hui, il y a un retour sur ça. Les gens m'appellent et me disent on a hérité de nos parents deux de tes gravures qui s'appelle Suite Gaspésie, ça vaut combien, tout ça, mais c'est parce que j'étais public. J'étais un artiste très public, très accessible. Mais derrière tout ça, derrière le choix de la gravure, c'était un multiple. Le multiple, ça s'adressait à plusieurs personnes. Alors, ça explique qu'aujourd'hui, quand je regarde mes réalisations à 75 ans, ce que j'ai fait, toute la réflexion du social. Les Jardins du Précambrien, Val-David, c'est une institution qui a au moins d'entre 12 et 15 employés. C'est sur mes terres. Ça fait vivre beaucoup d'artistes de Val-David comme assistants des artistes. On soit les artistes nationaux sont assistants. Ils travaillent à la billetterie, ils travaillent à l'entretien des sentiers, mais c'est comme on va parler de développement économique, tantôt vous allez voir que c'est une économie réelle, là, réelle. Et quand est arrivée l'idée de sauver l'épicerie de Val-David, ça, je me suis vraiment fait prendre. Je vous le dis, vous allez voir dans le film, c'est Jacques Dufresne qui est propriétaire, qui est la famille fondatrice de Val-David, qui est propriétaire du marché d'alimentation Métro. Il est pris dans un contentieux où la chaîne Métro, ça vous explique le milieu des affaires. Quand on parle d'agenda 21 culture, on a du chemin à faire avec le monde des affaires. Il ne faut pas se leurrer, là, c'est une lutte à finir avec eux. Alors, Métro, moi, Jacques Dufresne, quand il me dit je vais fermer ça, là, que 75 emplois au cœur du village, parce que Métro, les autres, ils veulent que je ferme pour agrandir sur la grande route, dans un grand complexe commercial. Et là, j'ai dit, écoute, sais-tu, ça ferme, là, l'église est fermée, hein. Le bureau de poste est fermé, mais ça va devenir un mouroir, c'est si on n'a plus de sang, on n'a plus d'épicerie. On n'a plus d'épicerie, alors on est une banlieue. Moi, ça m'a vraiment... Je me suis dit, si je continue à faire de la culture, les Jardins du Précambrien, puis je suis un artiste engagé, pourquoi je vivrais dans une communauté où on est en train de fermer les structures? Parce que le centre d'alimentation, c'est comme une place publique, hein? C'est entre moitié l'Idley. À peu près tout le monde se rencontre là. Il y a encore à l'Idley. L'Idley, c'est devenu notre centre communautaire. Alors moi, je suis assis sur une terrasse, et je regarde le métro avec mon épouse. Et j'ai eu une intuition. Je me suis dit,
je vais en faire une œuvre d'art de ce métro-là. Puis, comme on est dans une communauté où il y a beaucoup d'artistes à Val-David, alors j'appelle Jacques Dufresne, le propriétaire, puis j'ai dit, j'ai une maudite bonne idée, là. J'ai dit, je vais végétaliser entièrement ton métro avec des grimpants, puis ça va devenir végétal. Ça va parler d'environnement et ça va vendre l'idée que Val-David, c'est culture et environnement. On n'a pas d'industrie, nous, c'est les deux définitions de Val-David. Puis un peu démuni, Jacques Dufresne, il me dit, ouais, c'est une bonne idée, René, viens me voir. Et là, il me donne les plans. Il donne tout le projet, il sait qu'il va fermer, là. Et moi, je développe une maquette, ce projet-là, et vous allez voir, là, je vais le présenter, à quel point je me suis fait prendre, parce que dans le fond, j'ai frappé tout le système économique du développement du Québec, mais pas juste au Québec. Quand vous touchez aux grandes chaînes d'alimentation, vous touchez à des développeurs qui n'ont aucun rapport avec votre culture, qui ont des pouvoirs de lobby. Ce n'est pas le maire ici, là, mais la plupart des maires, c'est des développeurs maintenant. C'est des gens qui font de la politique pour développer, mais développer une économie parallèle. Et il n'y a plus de citoyens dans nos municipalités. Il n'y a plus de cohésion citoyenne, ça veut dire qu'il n'y a plus de démocratie. Et là, pourquoi que Métro à Montréal, qui est une chaîne milliardaire, décide, non, on ferme ça. Et on s'est battu, on l'a gagné. Et là, le vice-président de Métro est venu à l'inauguration du métro intérieur, puis ensuite c'était l'inauguration du métro extérieur. Là, il a vu qu'il y avait 1000 personnes. Moi, j'ai dit, écoute, tu vois-tu, là? C'est 1000 clients assurés pour l'élimination. C'est leur métro. C'est leur centre d'alimentation, tu ne peux pas toucher à ça. Ils se sont ralliés maintenant, ils trouvent ça très beau, ce qu'on a fait. Ils trouvent que c'est un modèle. Oui, mais je pense qu'ils ont compris que c'est un modèle économique. En plus, c'est un modèle touristique. Les gens viennent à Val-David, viennent voir ça. Alors, on va présenter le DVD, puis on poursuivra sur ça.